Voilà, merci de choisir Kin 24 Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission 45 minutes pour convaincre. Sur ce plateau, nous recevons pour vous monsieur Robert Gambi. Il est scientifique, mais il est également secrétaire permanent adjoint du PALU. Bienvenue monsieur Robert. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Oui, je rappelle que vous êtes aussi dans l'enseignement. Je suis enseignant à l'enseignement supérieur, je suis à l'Université pédagogique nationale. Très bien, comme... Chef de travaux pour l'instant et doctorant. Merci beaucoup. Alors, vous êtes secrétaire général ou secrétaire permanent adjoint du PALU. Pendant que nous parlons du PALU, en tout cas, les gens se posent des questions de quel PALU s'agit-il? Parce que c'est que l'on craignait, après la mort du patriarche Gizenga, on craignait que le PALU soit finalement émetté, divisé en plusieurs morceaux. Et aujourd'hui, on a le PALU à Limité, le PALU à des bonhommes, le PALU qu'on appelle le PALU Gizenga avec la fille biologique du patriarche. Alors, de quel PALU êtes-vous, secrétaire permanent adjoint? Merci d'abord pour l'invitation, comme je viens de le dire tout à l'heure. Je pense que lorsque vous allez sur le terrain de parti politique, un parti politique, ce n'est pas quelqu'un qui sort le matin. Tu peux avoir fait un stade plein, te déclarant parti politique. Si tu n'as pas de soubassement légaux, tu n'es pas un parti politique. Les PALU, il n'y a qu'un seul arrêté au ministère de l'Intérieur qui agrée un parti politique conformément à la loi sur le parti politique de 2004. Et cet arrêté-là n'a jamais été modifié ou créé un autre. Alors, la problématique que vous posez, c'est un problème d'humeur. Les PALU, comme le dit la loi, fonctionnent sur base de statuts et de règlements intérieurs. Et toute personne qui serait en marge de règlement intérieur et de statut du parti lumumbiste de Fié, chez nous, nous appelons ça le 5 documents de base. Celui-là n'est pas PALU. C'est quelqu'un qui fait sa pièce de théâtre et qui disparaîtra un jour. Parce que n'ayant ni un soubassement politique solide, ni un soubassement légal, il fait ce qu'on appelle trompe-œil, mais qui n'aura pas une longue durée. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire du PALU. Nous avons connu Madame Thérèse Pakassa, qu'on a appelée Dame de Fer, qui avait créé le PALU progressiste. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Nous avons connu dans le parcours le professeur Jean-Claude Biébié, paix à son âme, qui avait créé un PALU. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Et donc, parce que ni soubassement politique, ni soubassement légal, je pense que c'est une pièce de théâtre, c'est juste l'éclair de vent qui devra disparaître d'un moment à l'autre. Mais les PALU aujourd'hui, après la mort du vénérable patriarche Antoine Gizenga de heureuse mémoire et la disparition de Lugui Gizenga qui avait assumé l'intérim du secrétaire général, ces PALU-là avaient comme mission d'organiser un congrès pour se redonner les successeurs d'Antoine Gizenga, qui était le leader charismatique. Et donc ce congrès a eu lieu, le congrès a produit des dirigeants, a donné au parti lumumbiste unifié les successeurs d'Antoine Gizenga, et qui s'appellent les professeurs Willy Makashi avec ses deux adjoints, notamment l'excellence Didier Mazenga Mukanzu, l'actuel ministre de l'intégration régionale comme secrétaire général adjoint, et l'honorable Justin Kilouba, l'élu de Malembankoulou, comme deuxième secrétaire général adjoint. Et la loi exige que lorsqu'il y a changement au sommet du parti politique, dans le 30 jours, vous devez informer le ministère ayant les affaires intérieures dans ses attributions, et seul ministre de l'Intérieur a deux réponses à donner. Soit il prend acte, soit il ne prend pas acte. Et c'est ce qui a été fait à l'issue du deuxième congrès tenu au centre Nganda du 11 au 14 novembre. Les documents notariés ont été signifiés au vice-premier ministre, ministre de l'époque, qui a pris acte du deuxième congrès de résolution. Et son secrétaire général, en relation avec le parti politique, a également renforcé
en signifiant au journal officiel le changement opéré au sein du Parti Lumumbiste unifié par l'organisation du Congrès. Le journal officiel, vous le savez, c'est les documents officiels de la République qui publient les actes, et lorsque les actes sont publiés dans le journal officiel, ces actes-là sont opposables à tous. Et donc, saisi par le secrétaire général de l'Intérieur, le journal officiel de la République démocratique du Congo a publié les actes du deuxième congrès qui ont donné les successeurs d'Antoine Gizenga et le changement à la tête de la direction politique. Il n'y en a pas deux qui ont des documents qui ont été reconnus par le ministère de l'Intérieur avec les actes publiés dans le journal officiel. Oui, merci. On ne s'arrête pas à ça, je termine. Allez-y. Ce que vous présentez aujourd'hui, il y a ceux qui ont saisi la justice, notamment, nous l'appelons l'enfant de la perdition, l'enfant par lequel le Palou a été présenté devant vous comme un parti divisé. Ils ont saisi le tribunal de grande instance de Matete. Après, ils sont allés en suspicion légitime devant la Cour de cassation. La Cour de cassation a rendu un arrêt. Qui dit quoi? Qui dit à cet enfant de la perdition que tu n'as ni qualité, tu n'as pas qualité de pouvoir parler et engager le Parti Lumumbiste unifié. La seule personne reconnue, parce que vous étiez déjà exclu, la seule personne reconnue pour parler et engager le Parti Lumumbiste unifié, c'est la personne de Willy Makashi, élu au deuxième congrès comme secrétaire général. Je pense que si, journaliste d'investigation que vous êtes, en tombant sur de tels actes, le journal officiel, l'arrêt de la Cour de cassation, c'est une haute cour, hein, et donc, qui vous dit que vous n'avez pas qualité. Qu'est-ce qui vous reste? Lorsque la Cour vous dit, la Cour de cassation vous dit, messieurs, vous m'avez saisi en suspicion, mais par la forme de droit, la première procédure de droit, quand je vérifie qui êtes-vous, je me rends compte que vous n'avez aucune qualité de saisir au nom du Palou la justice congolaise. Et votre requête est irrécevable. Camarades, dites-moi, journaliste d'investigation, ce monsieur-là, vous allez encore l'appeler qu'il est Palou? Mais dans l'entendement sur le terrain, vos collègues, vos camarades, hein, parce que ce sont vos camarades, quand on parle de Mayobo, c'est quand même... celui l'enfant de la perdition. Un de vos camarades du parti qui a fait la pluie et le beau temps à côté du patriote. Chaque personne a une partition à jouer dans la vie. Lorsque ses amis détiennent les sièges officiels non, du ça parti. c'est camarades. Ce débat-là d'intellectuel, je n'ai jamais compris. Vous pensez que le bâtiment, c'est ça le parti? Un parti politique peut changer. On vous dit dans le statut, on ne vous dit pas, on vous dit dans le statut, le siège du parti est érigé à Kinshasa. Pour information, je vous dis que Gizenga n'a pas commencé au pont Matete. Nous avons commencé au pont Gabi. Tu vois là où il y a Soficom? Au pont Gabi, ici. La maison qu'on a écrit Soficom, c'est le siège du Parti Lumumbiste unifié. C'est un bâtiment qu'on a laissé. Nous sommes allés à Limete, 11e rue. On l'a laissé. Nous sommes allés à la 12e rue. À Matete, nous sommes allés quand nous sommes déjà au pouvoir, en 2007. Et c'est une maison, une résidence privée de Gizenga. Ça entre dans le patrimoine privé. Ce n'est pas un siège acheté par Gizenga, par le Palou. Gizenga a cédé pour qu'on fonctionne en attendant. Donc ce n'est pas un bâtiment acheté, construit par le Palou comme son siège pour que les gens parlent. Je voudrais vous dire, le Palou c'est quoi? Le Palou d'abord, premièrement, c'est avoir avec vous ce qu'on appelle la masse du Palou, le militant. Et deuxièmement, le Palou c'est quoi? Le Palou ce sont les 5 documents de base. Des procédures sont engagées. Je crois que d'ici là, la succession Gizenga, engagée par son fils Kogi Gizenga, nous a déjà tous enseigné en justice pour récupérer la maison qui entre dans le patrimoine privé de Gizenga. Le dossier est encore pendant devant le tribunal de grande instance de Matete pour récupérer la maison parce qu'il a été désigné liquidateur.
Donc ne faites pas des illusions qu'il y a un bâtiment qu'on peut changer demain. C'est ça le parti lumumbiste unifié. Ce n'est pas la maison construite par le Palou, c'est un bien privé. Nous sommes ici dans le contexte de la République démocratique du Congo où l'on sait que les noms de la personne initiatrice du parti, en tout cas, pèsent. Ça ne vous fait pas peur. Vous ne craignez pas que lorsqu'il y a un parti qu'on appelle Palou Gizenga, et qui est dirigé par la fille biologique du patriarche Gizenga, vous ne pensez pas que la base ait beaucoup plus confiance à cette structure qui semblerait être beaucoup plus proche de Gizenga? C'est dévolu ça. Alors, les Palous, son histoire est différente des autres partis politiques. Gizenga entre en politique en 1959. Après que Pierre Moulele et Sylvain Kama aient créé le Parti solidaire africain, le PSA Gizenga qu'on a dit, et ils ont choisi Gizenga comme président. En 1964, le Palou n'est pas un fait de Gizenga seulement, mais c'est une fusion des partis politiques nationalistes. Les partis solidaires avec Gizenga, les MLC Lumumba, le CEREA de Kachamura, Baloubakat avec Sendwe et l'UDA avec André Guillaume Lubaya. Ce sont les partis politiques qui ont fusionné pour créer une seule formation qu'on appelle les partis lumumbistes unifiés. Gizenga au premier congrès n'était même pas candidat. Celui qui était candidat, c'est André Guillaume Lubaya, le papa de Claudel Lubaya ici. Au premier congrès, André Guillaume Lubaya qui était candidat. Mais celui qui va soulever une exception qui va amener que Gizenga soit le secrétaire général, c'est le professeur Mabika Kalanda. Mabika Kalanda il amène le système de l'élection du pape. Comme on fait l'élection du avec pape. La fumée blanche. Alors voilà. Et donc c'est comme ça que les congressistes vont désigner Gizenga. Ce n'est pas un bien. Quand tu crées aujourd'hui, tu peux un Palou Gizenga. Et Kachamura, tu les mets où? Et les MLC Lumumba, tu les mets où? Et Sereya avec Kachamura. Et vous pensez que vos militants... les militants, ils sont informés. D'abord, ils sont informés que la disparition de Gizenga. Tous les militants sont informés. Les panneaux de Gizenga ne peuvent pas être créés, avoir un arrêté de création de 2021. Le Palou a un arrêté qui date depuis 1964, reconnu. Et donc quelqu'un qui change le logo, qui change le drapeau, qui change les insignes du Palou, vous pensez que ça s'appelle Palou? Et pourquoi il n'allait pas revendiquer le patrimoine du Palou? Tout le siège du Palou, patrimoine matériel comme patrimoine humain, c'est géré par Makeshi avec ses adjoints. C'est un autre parti politique qui n'a rien à voir avec, ni en termes idéologiques, ni en termes du patrimoine humain, culturel et matériel. Mais qui a ça n'a rien à voir. Bon, Gizenga Dorothée, pas Gizenga Antoine. Quand tu crées aujourd'hui, tu peux être père. Ton enfant peut créer son entreprise. Vous appelez pasteur Joseph, le nom Mvumbi. Tu as un enfant qui porte le nom de Mvumbi, non? Oui. Alors, si cet enfant crée sa société, la société là vous appartient. Je pose la question. Ton enfant, vous qui porte le nom de Mvumbi. La société ne m'appartient pas. La société appartient, c'est sa société à lui, non? Ou allez, ton enfant crée une société parce qu'il porte le nom de Mvumbi. Il dit, bon, établissement Mvumbi. Tu peux aller avec cet enfant en justice, tu le gagnes. C'est ça la situation. Quel enfant qui porte le nom de Dorothée Gizenga peut créer son Wenge. Donc, alors, à ce jour ici, il n'a plus espoir de retrouver encore tous les fils. Celui qui le veut doit rentrer dans la légalité. Aujourd'hui, je vous dis qu'avec la publication des actes dans le journal officiel, avec l'arrêt de la Cour, le détenteur, celui qui a le pouvoir, la légalité d'engager les partis lumumbistes unifiés, de parler à son nom, il s'appelle le secrétaire général Willy Makeshi, reconnu au ministère de l'Intérieur à travers une lettre du vice-premier ministre de l'époque, Gilbert Kankonde Malamba,
reconnu dans le publié, dans les actes qui sont publiés dans le journal officiel. Je vous dis que ce que nous appelons l'enfant de la perdition avait fait une kermesse sur la 16e rue. Non, c'était un congrès. Bon, vous appelez ça congrès parce qu'on n'a jamais vu, c'est où on en parle. Il propose les actes qui devraient être notariés à Matete, qui est notaire naturel par le fait que le siège se trouve dans le Moamba. Le notaire a écrit au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour dire « Je ne peux pas notarier les actes d'un semblant congrès tenu avec identité du parti lumumbiste unifié. » Parce qu'il y a déjà un parti lumumbiste unifié dont les actes sont notariés et publiés au journal officiel. Très bien, c'est entendu. Monsieur Robert, mais vous ne craignez pas qu'avec le temps, que vous deveniez comme l'UDPS, hein, il suffit parce que légalement, en tout cas, Palou, vous restez avec Palou, mais certaines personnes peuvent ajouter des épithètes. Palou, Palou tel, l'UDPS qui est aujourd'hui... Wenge Sumbela. Non, on parle pas de Wenge. Wenge, comment t'appelles encore? Non, attends, je suis en train de venir. Tonya, Sumbela, quoi encore? Mais un gars très intelligent qui est sorti, c'est Bill Clinton. Il vous dit Wenge Zasemoko, Wenge Maison Mère, Oyawe Rasson. Ça là. Donc, finalement, vous avez des adeptes ici. Donc, voilà, donc il n'y a pas de peur hein, avec l'UDPS, parce qu'on a fui avec l'UDPS aujourd'hui. Est-ce qu'on en parle? L'UDPS. Bon, dites-moi, l'UDPS du peuple, là, avec, comment vous l'appelez? Moubaké. Il se croyait très grand, non, il se croyait très grand autour d'un sphinx de l'humanité. Le patriarche Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, il est où? On parle de lui où? Bruno Tshibala a été incapable de se faire élire même député. Premier ministre en exercice. Il y a même des gens qui n'ont fait qu'acheter les postes de députés pour devenir député. Incapable. Sénateur, député battu. Sénateur battu. Son parti n'a même pas un député provincial. Et vous parlez de l'UDPS. Mais ceux qui ont été avec le peuple, l'UDPS Tshisekedi, ils ont la présidence aujourd'hui. C'est ça le parti politique. Ne tombez pas dans le rêverie parce que tu as un camarade qui serait de Tonya et tu veux dire Adolphe Dominguez plus que Werrason. S'il vous plaît. Voilà, bon, écoutez, Palou, parlons de votre Palou, dirigé par le professeur Willy Makiachi. On vous a connu comme membre du FCC, hein, ces Palou-là. Aujourd'hui, comment évoluent ces Palou? Nous sommes membres de l'Union sacrée. Par quelle magie? Pas par magie. Nous sommes avec Joseph Kabila par le fait de la loi électorale et de la Constitution. En 2006, les élections étaient prévues à 2 tours. Au premier tour, tout le monde peut concourir. Au second tour, ne sont éligibles au second tour que les candidats ayant obtenu le maximum. C'était Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila Kabange. Gizenga était candidat, il a concurrencé Kabila. Il a concurrencé Bemba et tout le 33. Il est sorti 3e. La logique à travers le monde, que parmi les deux, ils se tissent des alliances. C'est pourquoi nous avons signé l'accord au Pullman Hotel pour soutenir le candidat Joseph Kabila pour qu'il gagne. Cet accord était sorti d'une condition de gouverner ensemble. Nous te soutenons. Si tu gagnes, tu passes comme président, le Palou doit avoir la primature. Ce n'est pas un accord comme les gens le croient que nous sommes allés suivre. Non. Notre poids nous a imposé à pouvoir nous mettre ensemble. Nous avons obtenu cette primature pendant 5 ans. Après, nous avons renégocié l'accord. Nous avons le premier accord de 2006, je crois, et nous avons un accord de 2011. Où on a discuté encore entre le PPRD. Le deuxième accord est signé pour les comptes du PPRD, c'est professeur Évariste Bochap. Et pour le compte du Palou, le permanent de l'époque, c'était Godefroid Mayobo. Qui ont signé l'accord renouvelant de dire, comme on a gouverné ensemble, nous avons le même bilan. Est-ce qu'il fallait-il aller en ordre dispersé pour nous quereller le même bilan?
Or, Kabila a encore la possibilité, le candidat que nous avons soutenu avait encore constitutionnellement la possibilité de briguer un second mandat. On s'est mis d'accord et vous verrez l'accord clarifie. Si nous gagnons encore, comment nous allons gouverner le pays en termes de responsabilité entre partis politiques, en termes de programme défini et en termes de 2011. Oui. Voilà pourquoi nous avons encore, sur base de cet accord, soutenu la candidature de Kabila. Et la Constitution, en 2018, Kabila devient inéligible. Il a fini ses 2 mandats constitutionnels. Il se retire de la course présidentielle. Alors, le PALU, je vous l'ai dit, n'a jamais signé comme membre du FCC. Ça n'a jamais été signé. Non, non. Les 2 membres du gouvernement qui étaient là, je cite son Excellence Martin Kabouloulou et l'éternel ministre de comment vous appelez Matoukou, comment on appelle Lambert, Matoukou Lambert, ce sont eux qui ont imposé pour dire par solidarité gouvernementale. Vous ne verrez pas un document, la charte du FCC, signé ni par Gizenga, ni par le secrétaire permanent mandaté. Ça n'existe pas. Lorsque vous voyez la charte du FCC, c'est signé par... mais malgré ça, vous êtes parti en soutenant le candidat comme nous étions du FCC. Non. Lorsque notre candidat, le candidat Gizenga, a déposé sa candidature, malgré son poids d'âge, et la candidature n'avait pas été retenue, les jeux politiques à l'époque, avec tous ces leaderships qui étaient autour de Kabouloulou, de Lambert Matoukou, de Idan Zumba, qui en fait gérait le vénérable pendant ces derniers âges, et ils ont fait ça, ce qu'ils ont fait. Ils ont fait. Et aujourd'hui, Kabila a pris sa retraite politique. Et avec suivez. On va parler en termes de suivez. Constitutionnellement, on vous dit que le président de la République a 2 mandats et il prend la retraite avec grade de sénateur à vie. C'est ça, la retraite. C'est comme par exemple un directeur d'administration. Donc quand vous dites ça, c'est comme s'il ne peut plus revenir. Normalement, c'est quand on dit ça, c'est normalement. Comme notre législation ne va pas en détail, c'est pourquoi chacun est dans une interprétation. Mais lorsqu'on vous donne une qualité à vie, c'est une retraite. C'est comme un directeur qu'on retraiterait avec rang de secrétaire général. C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas revenir. Et donc, la fidélité qu'on demande à un parti politique, c'est être fidèle à une idéologie, pas être fidèle à des individus. Les hommes passent, les institutions restent. On est fidèle à une idéologie. L'idéologie du PALU, c'est le socialisme démocratique. L'idéologie de l'UDPS, c'est le socialisme démocratique. On se retrouve même à l'international socialiste. 2 partis politiques congolais. L'UDPS de Etienne Tshisekedi à l'international socialiste. Et le PALU du vénérable patriarche Antoine Gitenga à l'international socialiste. D'ailleurs, il y a un voyage, quand nous sommes allés en Angola, avec sous Lugui, quand Lugui était encore paix à son âme, en Angola, nous avons pris le même avion. Entre Lugui pour le compte du PALU et le président actuel à l'époque, Félix Tshisekedi, président de l'UDPS. Même avion pour aller à l'international socialiste en Angola. Dernièrement, il y a une réunion de l'international. Le PPRD. Ouais, bon, le PPRD n'est pas l'international socialiste. Non, c'est 2 partis politiques à l'international socialiste. Au niveau du Congo? Au niveau du Congo. 2 seulement? 2. PALU et UDPS. Ah bon? Reconnus au niveau de l'international socialiste comme courant de gauche. Et dernièrement... Ça, c'est quand même important parce qu'on ne connaît pas ça dans l'opinion. Dernièrement, ici, une grande réunion aux États-Unis. Vous savez qui ont participé à cette réunion? Non. C'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le secrétaire général du PALU, Willy Makashi. Le président a fait un discours, le secrétaire général du PALU a fait un discours. Pendant qu'il est président. Ici. Donc, ne tombons pas. Et deuxièmement, le PALU avait pris une option. Troisièmement, toute notre lutte contre la dictature était que le pouvoir retourne au peuple. C'est pourquoi notre slogan est dit le Nanimo Konzi, peuple, pouvoir au peuple. Et le peuple s'exprime par la voix des urnes.
Et quand nous arrivons en 2007, Gizenga dit, comme disait Siméon, je suis un homme comblé par le fait que le peuple congolais est devenu le souverain primaire. Le pouvoir n'est pas recherché à Moscou, ni à Paris, ni à Washington. Le pouvoir est cherché à Kabeya Kamwanga, à Kole, à Malembankulu, à Lusambo. C'est là où le pouvoir revient. Le peuple est devenu souverain. Par ce fait que la démocratie, le peuple est devenu souverain, qu'est-ce qui nous reste, un homme comme Palou? C'est de soutenir le projet de société pour la reconstruction du pays. Tout porteur d'un projet de société capable de développer le pays, les Palou l'accompagnent pourvu que les hôpitaux se construisent. Nani vous dites peuple, et puis de l'autre côté, le peuple d'abord. Voilà. Donc vous trouvez que c'est voilà. Nani Mokonzi, peuple. Voilà, c'est ce que Gizenga a dit, c'est que vous dites, comme l'avait dit Etienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Et Gizenga l'avait traduit, il dit, avec le Palou, le Congo ne devrait plus être une forêt vierge dans laquelle règne la jungle, où le gros arbre s'accapare de toutes les eaux de pluie. Mais avec le Palou, le Congo deviendra un jardin botanique où toutes les plantes ont la même chance d'être arrosées. Ce sont que des belles paroles. Hein? Oui, mais ça, au commencement, était quoi? Tu es pasteur. Au commencement, était quoi? Voilà, merci. Donc, actuellement, vous êtes avec... là, vous avez signé des accords? Avec le président Tshisekedi. Tshisekedi, il a lancé un courant nationaliste de mettre le Congo ensemble, qu'on appelle l'Union sacrée, en attendant que la charte soit élaborée pour signer. Le secrétaire général Willy Makachi, ensemble avec ses adjoints dont j'ai cité Didier Mazenga, Kilouba et les membres du bureau politique, avaient pris l'option d'adhérer, de le soutenir parce qu'il est porteur aujourd'hui d'un projet. Si nous demandons que les écoles se construisent, on le demande à qui? Si nous demandons que les hôpitaux se construisent, on le demande à qui? Et donc, nous qui avions déjà depuis 2006 d'accompagner les projets de construction du pays, la refondation de l'État, nous avons décidé d'accompagner ce projet. La population n'a pas besoin de critiques. Le ne supporte pas l'opposition. Nous avons dit que l'opposition est un idéal. Pourquoi vous, comme vous êtes dans l'opposition? Nous étions dans l'opposition contre tout le régime dont le pouvoir ne venait pas du souverain primaire. Et nous avons dit que comme maintenant le système change, le pouvoir est retourné, le peuple est devenu le souverain primaire, nous ferons l'opposition contre la démocratie ou contre l'homme. Notre démocratie est systématique, notre opposition est systémique. Et donc pour l'instant que le pouvoir, la démocratie est revenue, nous avions combattu la dictature. Et quand nous allons dans l'opposition aujourd'hui, c'est pour faire quoi? Pour combattre les individus ou pour combattre le système qui est démocratique. C'est ça. Bon, ça, vous comprenez que c'est un professeur qui parle, même si on peut avoir à redire. Hein. Voilà, on va devoir évoluer. Maintenant, le Palou se trouve au niveau de l'Union sacrée. Union sacrée. Vous aurez un candidat personnel au niveau... Nous l'avons déclaré. Nous avons tenu l'anniversaire du deuxième congrès, le 14 de ce mois, nous sommes au mois de novembre, à la Fikine. Une marée humaine qui a fait la Fikine. Malheureusement, c'est un jour de match, les gens étaient, sinon vous allez suivre. La capacité du Palou, ça n'a pas changé. Une marée humaine. À cette occasion-là, le parti lumumbiste unifié a déclaré solennellement soutenir les candidats de l'Union sacrée, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme son candidat en 2023. Et que nous, le Palou, s'il y a des ambitions, nous nous projetons pour 2028. Et donc, pour l'instant, c'est clair, notre candidat en 2023, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais le problème est que le Palou, c'est terrain, en tout cas, lorsque vous allez dans le Bandundu, qui était votre fief naturel, avec tout ce que l'on connaît du Palou, actuellement... la base est partagée entre Mouzito, Fayoulou, qui sont peut-être de nouveaux venus au niveau de, de cette base-là. Le Palou ne pèse plus comme... oui, bon, en fait,
c'est un constat. Peut-être que, je ne sais pas si vous venez du Kulou aujourd'hui, Muzito, à un moment, était un cadre du Parti Mondiste Unifié. Il a fait une dissidence, il est parti, c'est normal qu'il ait une certaine solidarité pour le suivre. Moi, personnellement, lorsqu'on parle du Fayulu dans le Kulou, je ne le sais pas c'est où. C'est lui qui avait un petit aura dans le Kulou, c'est Adolphe, qui quitte normalement, qui était son fief électoral. Vous avez fait des analyses d'antan, hein, mais actuellement, avec les élections de 2018, oui, 2018, les choses changent. Je ne pense pas que même Fayulu et même Adolphe lui-même pensent encore que 2018 serait égal à 2023. C'est ça le dynamisme politique. Et donc, chaque formation politique, chaque structure adaptera son discours, adaptera ses moyens par rapport aux nouvelles réalités. Il y a un adage qui dit chez nous en allemand, on dit « Ce n'est pas parce que tu avais couru en 2019 pour attraper une antilope et tu couriras de la même manière pour attraper une autre antilope. » Alors, le deuxième congrès, parlons-en du Palou, ça a déjà eu lieu? Non, mais je vous parle, nous avons célébré le premier anniversaire. Le premier et le deuxième? Le deuxième, c'est l'année prochaine, non? Alors, le premier congrès, c'est en 1964, qui a créé le Palou, qui a élu comme secrétaire général le vénérable patriarche Antoine Gizenga. Le deuxième congrès, c'est en 2020, au centre Nganda, qui a élu le successeur d'Antoine Gizenga, la personne de Willy Maté. L'anniversaire du deuxième congrès. Oui. Okay. À l'occasion que nous avons déclaré... Ce n'est que normal, non? C'est le troisième, le quatrième, le cinquième, le centième viendra. Pendant les élections, même pendant 2023, il y aura toujours le mois de novembre, non? Alors parlons-en, parlons quand même du processus électoral. Lorsque vous voyez la CENI, en tout cas, est déjà là. La loi électorale tarde encore à être révisité ou peut-être une nouvelle loi. Bon, lorsque vous observez toutes les marches qui s'organisent par-ci par-là contre cette centrale électorale, comment voyez-vous les élections en 2023? Est-ce que nous pouvons aller aux élections paisiblement? Bien, il y a l'approche africaine des dirigeants africains. Lorsqu'on sent déjà que potentiellement on n'est pas en mesure de concurrencer l'adversaire, on crée des superfiges pour justifier. Parce qu'en Afrique, toute mort n'est pas naturelle. Même un vieillard de 100 ans qui mourrait aujourd'hui, il y aurait toujours un sorcier. Il y aura toujours un sorcier, il n'y a pas de mort naturelle. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, stratégiquement, on met l'opinion pour justifier son échec de demain. C'est comme ça qu'on travaille en termes de stratégie politique. Mais on dit déjà que la CENI a déjà son candidat. Oui, j'ai toujours dit aux gens, en 2006, les Palous n'avaient même pas un représentant à la CENI. Nous avons obtenu 34 députés. En 2011, nous avons le rapporteur, moi-même qui vous parle, j'étais son conseiller. À la CENI, les Palous a fait 17. En 2018, nous avons le rapporteur adjoint à la CENI. Donc on a un membre au bureau de la CENI. Nous avons obtenu 15. Donc ça signifie que celui-là, si c'est les gens qui sont à la CENI, vont tricher et voler pour leur parti politique, pourquoi sinon le nôtre n'avait pas volé? Je vous donne l'exemple du MLC. Le parti de Jean-Pierre Bemba. En 2006, je crois qu'ils avaient, juste le questeur au Kuala, ils avaient obtenu 45 députés nationaux. En 2011, ils ont le premier vice-président, le juriste Jacques Njoli. Le MLC a obtenu 19. Malgré sa présence. Malgré la présence de Njoli, comme premier vice-président qui pouvait tricher. Si c'est ces gens qu'on envoie là-bas, c'est pour multiplier les voix de leur parti politique, Njoli ne l'a pas fait. Même le PPRD a dû recourir à un mécanisme pour pouvoir se doter, c'est la mosaïque. En multipliant de petits partis politiques. Tout le gouverneur ici, chaque gouverneur, il est PPRD, mais il est président d'un parti politique.
Renovac. Voilà. Ce qui fait qu'en 2011, le PPRD, le SRAM PPRD avait fait 111 députés en 2006. En 2011, avec le vice-président de deuxième vice-président, je crois, Norbert Bassengesi avec Nanga. En 2011, je crois qu'ils avaient un titulaire là, d'un poste. Mais le PPRD n'avait fait que 46 députés, comme PPRD. Ce qu'ils ont fait en 2006 avec 111, comme PPRD pris individuellement, n'a pas fait 100 députés. Ça veut dire que lorsque vous jugez... Donc c'est un faux débat, cette histoire était représentée, parce que je me souviens, l'UDP Tshisekedi en 2018 cherchait qu'on puisse avoir un de leurs là-bas. Vous avez Kalamba qui était là, était désavoué. Mais finalement, c'est l'UDPS qui gagne. C'est l'UDPS qui gagne, qui n'avait même pas un candidat. Un candidat là-bas. Kalamba était un homme déjà, comme on disait, abandonné par son parti politique. Donc le débat là, c'est un débat... la grande machine, c'est sur terrain. C'est le travail des observateurs. C'est le travail des témoins. C'est le travail des agents électoraux. La transparence électorale ne se limite pas à un individu ou à une composante. Parce que le processus électoral a plusieurs intervenants. Donc, le président de la CENI ne peut pas venir imposer quelqu'un. Il sera lui-même et à Montpompa, et à Kabeyaka Mwanga, et à Luisa, et à Gungu, et à Idiofa, en train de tricher dans les bureaux de vote. Si nous mettons en place un mécanisme pour surveiller tout ce qui sortira des bureaux de vote, le président de la CENI va faire quoi? Il ne fera que le constat. Il ne fera que le constat, il va faire quoi? Mais si nous retardons uniquement en train d'analyser les figures, les nez et les origines, mais nous tombons. La difficulté, c'est que la crise d'illégitimité, ou qu'on appelle la crise politique, due à un glissement de la non-organisation des élections dans le délai constitutionnel, fragilise beaucoup plus le pays qu'une contestation d'un notre citoyen, co-citoyen congolais par le fait de ses opinions ou de ses origines. Vous aurez un Congolais sans... Alors, s'il faut écouter, par exemple, tous ceux qui vont à la rue, puisqu'il y a quand même des églises... C'est un débat aujourd'hui comme le débat de machine à voter. Les gens ont passé beaucoup de temps en train de crier « non à la machine à voter, non à la machine à voter ». À la fin de compte, ils sont allés aux élections avec quoi? Avec cette machine? Aujourd'hui, vous allez passer non à Kadima, non à Kadima. Mais vous irez aux élections avec Kadima. Alors, est-ce qu'il faut tomber dans ces débats comme des débats de la machine à voter, ou il faut dire oui, on prend acte et on s'organise autrement? Alors, un communiqué vient d'être rendu public par le porte-parole de l'église de Christ au Congo qui annonce que l'ECC et l'église catholique ne coopérera jamais, ne collaborera pas avec l'actuel CENI. Est-ce que cela peut avoir une conséquence sur la crédibilité? Ça a toujours eu lieu. Ils ont contesté Malou Malou jusqu'à dire qu'il n'était pas abbé. Ils ont contesté Ngoïmoulunda. Ils ont contesté Nanga. Mais le pays ne dépend pas de ces deux confessions religieuses. Qui est le président de la CENI depuis que nous avons commencé le processus, qui a été applaudi de deux mains par l'église catholique? Lequel? Même Malou Malou, abbé de son église, n'a jamais bénéficié de faveur de l'église catholique. Ils ne l'ont jamais applaudi pour l'accompagner. Qui est-ce qu'ils ont accompagné? Ngoïmoulunda? Nansha? Non. Qui est-ce qu'ils ont accompagné? Nanga? C'est la même chose. C'est une ligne éditoriale connue. Ça, c'est la ligne éditoriale de l'église catholique, c'est connu. Mais le pays doit se gouverner, le pays doit marcher. L'État est géré par l'homme politique. L'église, il prie pour l'État. Ou elle prie pour l'État. Mais l'État qui gère l'État, c'est un pouvoir temporel. Les pouvoirs, la théocratie n'existe plus. Alors 2023, en tout cas, selon en quoi le Premier ministre et même le Président de la République, il faut coûte que coûte qu'on ait des élections, c'est possible? Premièrement, toute étape, c'est la volonté politique. Lorsque cette volonté est exprimée par le numéro 1, le premier de nous tous,
celui qu'on appelle le garant de notre existence comme pays, de notre existence comme État, de notre existence comme nation. Mais je crois que c'est maintenant les petites volontés que nous sommes doivent accompagner cette grande volonté pour réaliser le mieux-être du Congo. On n'a pas besoin de querelles. On n'a pas besoin de divisions. Mais on craint que lorsque le président parle et que tout le monde doit suivre, on craint que l'on glisse vers le moboutisme. Non, et surtout que l'arrivée du chef de l'État ici a entraîné tout le monde vers l'aéroport. Eh bien, il y a eu des critiques qu'on est en train de glisser vers le moboutisme, vers la dictature que vous avez tant combattue. Non, le pouvoir a toujours besoin des valeurs qu'on appelle les valeurs républicaines, sur lequel tu sois de gauche ou tu sois de droite, ces valeurs-là sont des valeurs sacrées sur lesquelles la République se reconnaît. Les élections est une des valeurs démocratiques pour pouvoir donner la possibilité au peuple de sanctionner et de s'exprimer de la manière où il le veut. Et donc ce sont des choses qui méritent les consensus, qui méritent que nous disions nous devons aller de l'avant. Le président de la République, au-delà d'être institutionnel, c'est un homme politique. La gestion d'un État ou la gestion politique a besoin de deux éléments, la légalité et la légitimité. Et le président de la République a besoin de concilier ces deux concepts, la légalité et la légitimité, parce que s'il gouverne sans le peuple, il gouverne pour qui? Et il gouverne avec qui? Il a besoin de se mettre la confiance du peuple, d'être proche de son peuple, pour avoir ce rapprochement de confiance pour lui permettre de gouverner la République. Et cet accueil triomphal, vous le placez dans ce sens-là? Oui, mais ce n'est que normal. Le président, pourquoi ailleurs vous avez des sondages? On vous dit Macron a dit 11% de l'opinion. Mais le président, c'est une manifestation populaire où l'accueil réservé à un chef d'État, c'est aussi une façon d'exprimer la popularité, le niveau de confiance qu'il a encore dans son peuple. C'est un élément politiquement important dans la gouvernance. Comment vous allez gouverner sans légitimité? Et comment vous testez la légitimité? Uniquement par un micro d'un opposant qui vient dire il n'est pas aimé. Mais pour qu'il vous montre que je suis en confiance avec mon peuple, la population s'exprime également en vous montrant que c'est notre leader. Nous avons encore de l'estime sur lui. Voilà, il ne nous reste plus que quelques 3 minutes. Nous avons placé quand même un mot sur le budget qui est en sous-examen à ce moment au niveau de notre Assemblée nationale. L'autre fois, on avait essayé d'avoir un budget de 11 milliards. Ça n'a pas tenu. Finalement, on a réduit. Et aujourd'hui, le gouvernement Samba présente un projet de budget de 10 milliards. Est-ce réaliste? Mais je pense que c'est réaliste. Parce qu'aujourd'hui, les paramètres ont changé. Je crois que dans ces pays, on a parlé de coulage des recettes. On a même parlé de suintage des recettes. C'est-à-dire que celui qui va prendre les recettes, entre la prise de recettes et le trésor public, il y a des recettes qui suintent. Comme avant d'arriver à la destination. Et je crois que pour l'instant qu'avec la lutte contre la corruption, aujourd'hui je vous dis tout le monde tremble. Les gens ne gèrent plus le recette publique comme avant. Ça fait que même le régime ont amélioré le niveau de recettes. Mais l'IGF en fait un peu trop parce que maintenant, plusieurs institutions ont du mal à fonctionner parce que l'IGF est allé même en amont, bloquant tout ce qui peut être quand même, qui peut faire fonctionner certaines machines. Bon, il peut y avoir des abus dans les comportements des humains. L'IGF ne vient pas du ciel. Même celui qui est venu du ciel n'a pas accepté qu'il soit appelé parfait. Pasteur Nakosi. Mais l'IGF, dans tout ça, il peut y avoir de débordements. Mais voyons ce qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, l'engagement qui est là a fait que les prévisions de régie financière
ont doublé, ont quintuplé. Les recettes de l'État se sont améliorées. Mais le train de vie des institutions toujours ne baisse pas. C'est toujours ce niveau-là. Même si on a vu le premier vice-président de l'Assemblée nationale, monsieur le député Kabound, qui a essayé un peu de demander à ses collègues de diminuer à 50% le train de vie du Parlement, du gouvernement et du président de la République. Bon, certains ont jugé qu'il était un peu populiste. Finalement, on va rester comme ça. Mais par contre, ce sont des institutions qui prennent la grosse part. Il faut donner raison à Jean-Marc Kabound, le président de l'UDPS, par le fait que quand vous analysez, notre pays n'a pas un budget d'investissement. Nous sommes encore dans ce qu'on appelle l'économie de subsistance. 10 secondes en tout cas. Pour cueillir, manger. Et il faut trouver le mécanisme pour dégager des recettes nécessaires pour investir. Un pays qui n'investit pas ne se développe pas. Donc c'est une pensée que les députés devraient méditer. C'est une intervention que le gouvernement devrait méditer pour voir. Le président de la République en dit même au début de réduire le train de vie des institutions pour permettre aux pays de se donner des crédits nécessaires pour l'investissement. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie par contre de m'avoir invité. Ça fait très longtemps. Merci. Merci beaucoup. Fin de cette émission. Merci mesdames. Merci messieurs. Au revoir.